des nouvelles. Nous avons envoyé déjà un message. Donc, si vous devez... Comme c'était dit tout à l'heure, Vénérable Nguyen, c'est un vénérable, c'est un moine franco-vietnamien. Oh, allemand, franco-allemand. Ça fait rire. Bon, et il habite actuellement dans une petite résidence dans la forêt. Donc, est-ce qu'il y a l'Internet, etc. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça marche bien, l'Internet, d'une forêt lointaine de l'Allemagne? Oui. Anh thầy mới vô phòng. Vô rồi đó. Vâng. Thầy, dạ mời anh Minh Chí Thịnh, Phương Thịnh à. Dạ. Namo Sakyamuni Buddha. Bonsoir, Maître Nguyen. Bonsoir tout le monde, nos amis vietnamiens et français. Thầy Nguyen, il est là? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, j'ai entendu. Okay. Merci beaucoup. Attendez, je m'occupe comment ça marche. Attendez. Alors, attends. Ah, voilà. Vous me voyez? Oui. Oui, Vénérable. Ok. Oui. Excusez-moi pour le retard, j'avais des problèmes avec mon téléphone. Bon. Ok. Bon, aujourd'hui, nous assistons ce soir à la session d'enseignement du Dharma sur le thème sport et nutrition. Tout d'abord, nous aimerions présenter le vénérable enseignant Thích Nguyện, mais nous n'avons très peu d'éléments pour présenter. Le vénérable reçut d'ordination en tant que bhikkhu en 2008 à la Pagode de Wingard en Allemagne. Le vénérable réside actuellement dans une petite résidence qui se trouve dans une forêt près de Bad Kreuznach, au centre de l'Allemagne, et revient de temps en temps à la Pagode lorsqu'il y a des festivités bouddhistes. Bon, c'est un moine très consciencieux par ses pratiques spirituelles. Et maintenant, je voudrais vous demander de prendre la parole pour nous éclairer nos esprits dans le Dharma. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, tout d'abord, merci à vous et excusez-moi encore une fois pour le retard. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à la congrégation et puis à vous aussi d'être là et de vous rencontrer. Je ne sais pas d'où vous venez en France. En ce moment, je suis en Allemagne et j'espère que vous allez tous très bien. Et donc voilà, donc je suis très heureux que la congrégation elle a organisé ça tel que et voilà. Donc oui, effectivement, ce que vous avez dit sur moi, c'est exactement ça. J'habite en Allemagne et la plupart du temps, si je ne médite pas ou je n'apprends pas, je fais de l'acupuncture au monastère. Et sinon, comme vous avez dit, je suis très peu en France. Et donc, du coup, que je suis très peu en France, mon français est, malgré tout, avec tellement peu de pratique, c'est pas que j'ai oublié le français, mais disons que tous les enseignements dharma, etc., j'avais fait en anglais ou en allemand.
Donc, si j'utilise pas les mots qu'on utilise normalement en français pour le dharma, excusez-moi, j'essaie de parler un langage plutôt simple. Et aussi, puisque c'est des enseignements pour des adolescents, donc j'essaie, enfin, mon intention est particulièrement pour les adolescents, même s'il y a des adultes qui participent. De mon cœur, je parle aux adolescents, quoi. Et oui. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien commencer et remercier au Bouddha et aux trois joyaux. Et j'aimerais bien dire le nom du Bouddha 3 fois, s'il vous plaît. Namo Shakyamuni Bouddha. Namo Shakyamuni Bouddha. Namo Shakyamuni Bouddha. Ok. Donc, aussi, il faut dire que pour la prochaine fois, je sais que j'ai encore une fois, enfin, qu'il y a aussi d'autres enseignements. Je vais essayer d'avoir un ordinateur pour vous voir, parce qu'en ce moment, je vois juste une personne sur l'écran. Donc, mais j'ai vu que ça change dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, je vois ceux qui parlent. Donc, à propos de là, je vais voir celui qui parle, donc ça marche. Tout d'abord, j'aimerais bien dire oui, j'aimerais bien d'abord juste parce que aujourd'hui le thème c'est nutrition et sport et ça par avis pour les crises. Donc je vais essayer de dire ce que je sais ou ce que j'ai appris. J'ai appris ça pas moi-même, mais j'ai appris ça à travers des différents maîtres qui m'ont appris et qui m'ont vraiment de leur cœur dit ce qu'il faut faire pour être sain au niveau mental, mais aussi surtout au niveau physique. Et j'aimerais bien vous partager avec vous de ce qu'ils m'ont dit et de ce que j'ai appris à travers eux. Et si je fais, si vous, bien sûr, je ne peux pas tout savoir, donc s'il y a des choses que vous savez mieux, s'il vous plaît, dites-le moi, et comme ça aussi le groupe en profitera. Et donc ça, j'aimerais bien dire tout en avance. Donc, pour commencer, il faut bien savoir que déjà nutrition et sport, c'est pas un terme c'est pas un thème très bouddhiste, disons. Si on regarde sport et nutrition, tout le monde mange, tout le monde boit et tout le monde a priori fait du sport. Et c'est pas que les bouddhistes qui font ça. Et du coup, j'aimerais bien aussi parler pas exclusivement en termes bouddhistes, mais aussi en termes général, parce que moi personnellement, je pense aussi que aujourd'hui, tel que les bouddhistes y vivent, surtout aussi et aussi j'aimerais bien dire pour les Français qui sont là et qui connaissent bien le français, s'il y a des mots que je cherche, aidez-moi s'il vous plaît, parce que parfois je connais pas bien les mots, surtout bouddhistes, parce que le temps que j'avais vécu en France, j'étais pas encore moine. Et après, quand je suis devenu moine, dans le cadre bouddhiste, j'étais toujours soit en Allemagne, soit dans d'autres pays, mais pas en France. Donc, je connais pas trop les termes français. Donc, surtout dans le monde, vous savez, les moines et les nonnes, je crois que les femmes, c'est les nonnes, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Nonnes, donc voilà. Donc, les moines et les nonnes, surtout les moines et les nonnes dans les monastères, d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas vraiment dire qu'ils font beaucoup de sport. Et ça, c'est quelque chose de très triste. Parce que
on voit les résultats dès qu'ils sont plus âgés, c'est-à-dire vers 40, 50, 60, et à partir de 60 ans, 70 ans, ça se manifeste. Ils vont grossir, ils vont avoir de la, je sais pas comment dire, diabète, on dit en France diabétique, être diabétique, etc. Et tout ça, c'est, disons, ça montre qu'il y a un manque de sport. Faut dire très clairement. Et ça, c'est très triste parce que d'après ce que je sais, dans le temps du Bouddha, il n'y avait pas forcément de sport, mais dans le temps du Bouddha, les moines et les nonnes, par exemple, ils marchaient une demi-journée il n'y avait pas de voiture. Donc, et on marchait à pied, parce que les moines et les nonnes, par exemple, ils n'ont pas le droit dans ce temps-là, de prendre des chevaux ou un chariot, etc. Donc, ils marchaient des kilomètres, 20 kilomètres, 30 kilomètres, etc. Enfin, ils faisaient pas ça en marche en course, mais ils marchaient normalement. Donc, en faisant tellement de mouvements ou du sport, si vous voulez, pendant la journée, il y avait suffisamment de mouvements, du mouvement du corps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, même pas que les moines et les nonnes, mais pratiquement tout le monde, il faut faire un effort pour être en mouvement, pour marcher, pour faire de la natation ou n'importe quel mouvement corporel. Il faut avoir une intention pour ça. Notre vie quotidienne ne le nous donne pas. Et du coup, bien sûr, beaucoup de gens ont des problèmes avec leur corps s'ils font pas attention à ça. Et ça, c'est très, très important à se rappeler qu'il faut faire un effort conscient pour bouger son corps, pour faire du sport, etc. Donc, ça, c'est juste pour dire dans le contexte bouddhiste, si vous voulez. Mais si on parle en général, on voit que presque, enfin pas la majorité, mais beaucoup de gens ont des problèmes, surtout ici dans des pays plutôt riches. La France, c'est un pays riche, l'Allemagne, etc., c'est des pays riches. On n'est pas forcé à faire beaucoup de mouvements physiques, sauf si on est si on travaille sur le chantier, etc. On fait pas beaucoup de mouvements. Et donc, du coup, il faut consciemment faire du sport pour pour rester en santé. Donc ça, c'est au mouvement, juste pour introduction générale. Et au niveau nutrition, introduction générale, on peut dire que dans les monastères et les moines et les nonnes, particulièrement, ils mangent souvent très très bien, surtout ici. Et pour tout le monde, aussi en France, en Allemagne, en tout cas à quoi on a accès à travers le supermarché, etc., c'est de la nourriture vraiment, si on regarde dans tout le monde, en Europe ici, surtout en Europe d'ailleurs, d'après ce que j'avais vu dans d'autres pays, on est vraiment gâté, extrêmement gâté à avoir dans le supermarché pratiquement tout ce que l'on veut. Marché asiatique, enfin supermarché asiatique ou des supermarchés normaux, on trouve pratiquement tout ce qu'on veut. Et il faut bien être clair que notre situation en France ou en Europe, c'est, vous savez, en bouddhisme, on parle souvent qu'il y a d'autres, comment on dit, il y a un ciel, on dit avec des êtres célestes. Je ne sais pas si vous savez ça. On parle qu'il y a d'autres. Comment on dit en français s'il y a d'autres niveaux? On dit où il y a de la vie, il y a des animaux, des humains, et comment on dit différents niveaux Différents mondes. À différents mondes, voilà. Donc il y a différents mondes où il y a d'autres êtres. Et donc, on parle souvent au bouddhisme qu'il y a aussi un monde céleste où on est, où les êtres sont extrêmement gâtés
où ils ont accès à beaucoup de joie interne de leur esprit et de ce qu'ils voient et de ce qu'ils de l'expérience, ce qu'ils font. J'espère que vous comprenez. Leur expérience est extrêmement satisfaisant pour eux. Et si on regarde la France ou l'Europe, quand on va au supermarché, il faut être très clair. Si on regarde tout le monde, enfin le monde avec les différents pays, c'est comme si on vit dans ce monde céleste, vous savez. Vous rentrez dans un supermarché, vous pouvez pratiquement acheter ce que vous voulez, dans les meilleures qualités, le choix et, et souvent on ne se rend pas compte du tout de ça. Et ça, il faut être très clair aussi. Donc, la situation que nous avons, on a accès au meilleur du meilleur, au top du top, si vous voulez, mais enfin, pas la plupart, mais beaucoup de gens, ils mangent quand même très... alors, le mot qu'il me faut, très dans une direction. Ils mangent que du porc gras et des frites, par exemple. Ils mangent très dans une direction. Je ne sais pas comment on dit en français. Très d'un côté. Extrême. Pas extrême. Disons, si on mange que du porc gras ou des frites, si on mange que Très riche. Ouais, c'est pas que c'est très riche, mais c'est plutôt juste un type. Unhealthy? Pardon? Unhealthy? Non, one-sided, or one-sided. D'une seule direction. Oui, d'une seule. Donc, puisqu'il y a beaucoup de manger, vous savez, il y a des légumes, il y a plein de choses, il y a des céréales, il y a tout, mais il y a des gens qui mangent toujours la même chose qui est peut-être pas très sain. Et dans ce cas-là, il y a des problèmes qui vont venir définitivement. C'est juste une question du temps. Donc ça, c'est juste pour l'introduction au niveau nutrition. Voilà. Aussi, une autre chose que j'aimerais bien dire, normalement, si on donne un cours ou une classe, si vous avez des questions, parfois c'est bien, enfin, dont j'ai l'habitude, c'est d'attendre avec les questions jusqu'à la fin. Ici, j'aimerais bien que si vous avez des questions ou si vous savez quelque chose dessus mieux que moi, s'il vous plaît, dites-le. Il n'y a pas de problème. C'est notre choix comment on fait la classe. Vous savez, c'est pas fixe, je dirais comme ça. Mais quand même, à la fin, je vais dire si vous avez des questions. Mais si quelque chose n'est pas clair, surtout au niveau langage, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça va me prendre quelques minutes pour rentrer dans l'habitude française. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'introduction, pour la nutrition. Maintenant, pour parler j'aimerais bien parler, et ça, c'est très, très important pour les adolescents qui sont là. Une chose, on commence d'abord par le corps, pour comprendre comment voir le corps. Et tout d'abord, j'aimerais bien dire aux adolescents qui sont là, c'est très important que vous compreniez. Maintenant, vous êtes très jeunes. Et donc, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je suppose, je ne sais pas si quelqu'un est là moins de peut-être 14 ans, disons. Mais disons que vous êtes à partir de 14 ans jusqu'à 20 et quelques. Peut-être 20, disons 21, 22, 23. On va dire jusqu'à là. Si vous êtes entre 14 et 23, 24, on peut dire que vous êtes dans votre corps est dans le meilleur. C'est on dit en allemand, ce sont les années d'or. Je ne sais pas si on dit ça en français, des années d'or. Ça se dit?
Je ne sais Ça, pas. ça se dit pas trop. Ça se dit pas trop. Alors, en allemand, en tout cas, on se dit les années d'or, c'est-à-dire c'est les années les plus brillantes, disons. C'est les années où vous avez le plus de vitalité, où votre corps est très très sain sans que vous fassiez pas grand-chose. Quand vous êtes adolescent, il n'est pas très, enfin, comment dire, quand vous êtes adolescent, vous pouvez pas vous bouger beaucoup et vous pouvez pas trop faire quoi que ce soit et vous êtes quand même très très sain. Et ça, c'est juste à cause de votre jeunesse. Et ça, il faut bien comprendre. Parce que la jeunesse donne disons, un bonus au niveau corporel, parce que tous les selles, ça se dit les selles dans le corps, les petits, on dit des selles? Des On dit selles? les cellules. Des cellules, cellules, voilà, c'était les cellules, voilà, maintenant je me rappelle. Donc voilà, tous les cellules, ils sont très, très, le métabolisme des cellules est très, très, et se découle parfaitement, est très sain. Et du coup, quand on est jeune, la santé est très bonne, sans qu'on fasse grand-chose. Et ce fait-là, il va partir. Dès que vous arrivez aux alentours de 25 ans, si vous faites pas grand-chose, à partir de là, peu à peu, ça arrive très lentement, mais très très sûr. À partir de 25 ans, ça découle. Déjà à 30, vous savez peut-être, par exemple, on voit ça au sport. Si vous avez des footballeurs, s'ils ont 30 ans, on dit déjà c'est des vieux, quoi. Et on va doucement, ils vont devoir céder la place aux jeunes qui ont dans les 20 ans, etc., pour faire le sport de haut de gamme. Ça montre déjà que ceux qui ont 30 ans, etc., déjà 30 ans, ils sont déjà pas aussi forts que ceux qui ont 20 ans et quelques. Et donc ça, pour les adolescents, souvent, on prend ça, le mot c'est for granted. C'est-à-dire qu'on Qu'on dit. On le prend, on fait comme si c'était normal. Vous me comprenez? C'est comme si c'est normal. For granted en anglais. Bon. Un acquis. Alors, pardon? Un acquis. Ils font comme si c'était Pour acquis. Acquis. Ouais, comme si c'était acquis, c'est ça? Oui. Voilà. Donc on fait comme si c'était acquis. Et donc, quand on est jeune, il faut que quelqu'un nous le dise. Si on est jeune, parce que c'est acquis et puisque depuis qu'on est né, on est en bonne forme et le corps va bien, de toute façon, on prend ça pour acquis, on prend ça pour normal parce qu'on n'a pas eu l'expérience d'autre chose. Donc, c'est très important que des gens âgés disent aux jeunes, c'est pas acquis du tout, ça va, c'est juste une question de temps et ça va dégrader. Et une chose que j'ai appris à travers il y a quelques maîtres bouddhistes qui se concentrent surtout sur comment le physique marche, comment le corps il marche. Et eux, ils m'ont toujours dit, le sport que tu fais maintenant, c'est la santé que tu auras dans 20 ans. C'est-à-dire, quand on est jeune, disons que vous avez maintenant 15 ans, c'est-à-dire que maintenant, si vous faites du sport, ça va garantir votre santé quand vous aurez peut-être 25, 35 ans. Et si vous avez 30 ans, si vous faites du sport maintenant, vous aurez vous travaillez, disons, pour votre santé quand vous aurez 50 ans. Et ça marche comme ça. Et souvent, si les jeunes ne savent pas, et du coup, puisque quand on est jeune, on est sain, plutôt sain, on peut se permettre de pas bouger, on peut se permettre aussi de manger mal d'ailleurs, sans avoir trop de problèmes. Il y aura des problèmes, mais pas trop. Mais les problèmes, ils vont être 20 ans plus tard, ça va se voir très, très clairement. Et il y aura des problèmes.
Et donc, la première chose en tant que jeune, qu'il faut vraiment faire attention, c'est si on vous dit, ou si des médecins ou des parents disent que ce serait bien si vous faites du sport, c'est pas pour maintenant. c'est pour que vous pouvez être âgé et sain. Bien sûr, il y a aussi dès que vous faites du sport aussi, il y a d'autres choses positives comme vous vous sentez bien, vous êtes aussi beaucoup plus à l'aise mentalement, vous aussi plus rapide mentalement, et surtout au niveau émotionnel, vous avez moins de dépression. Et du coup, souvent quand on dit aux jeunes faites du sport, on comprend pas parce que on a l'impression on va bien, on est bien, et du coup pourquoi se bouger quoi? Parce que tout va bien. Mais il faut être très clair que le sport maintenant, c'est pour beaucoup plus tard. Et si vous ne comprenez pas, demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents quels problèmes ils ont au niveau corporel. Souvent, on n'en parle pas aussi. Et vous allez voir que chaque personne, à partir de 40, 50 ans, ils vont toujours avoir des petits problèmes, sinon des grands problèmes. C'est toujours comme ça, c'est comme ça la vie. Et ça, faut être très clair avec vous, quoi, en tant que jeune, que vous comprenez ça. Donc, si vous faites du sport, c'est pas nécessairement pour maintenant, c'est pour plus tard. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Après, puisque ici on parle de crise, donc je pense que si on parle de crise, on parle pour le Covid, etc. Déjà, peut-être, enfin, c'est un peu un petit détour, mais j'aimerais bien donner ma version sur le Covid, comment moi j'en pense avec comment on dit, comment on dit quand on peut pas bouger de la maison, comment on dit, confinement, le confinement. J'aimerais bien dire des choses, enfin ce que je pense là-dessus, parce que souvent quand je parle avec des copains ou d'autres personnes, j'ai pas encore vu cette vue là-dessus, mais moi personnellement, je pense comme ça, et parce que j'essaye de voir ça au niveau juste mental ou physique, à travers exactement comme aujourd'hui, c'est le thème de nutrition ou de sport. Et j'aimerais bien dire, vous savez, au Covid, souvent beaucoup de parents ou même des gens adultes, et même aussi des copains adolescents, ils disent que c'est très strict, ils disent que c'est très difficile et qu'il y a beaucoup de choses négatives. Et d'après ce que moi je ressens, c'est pas le cas du tout, dans les mesures où je trouve que le confinement, il montre les problèmes qu'on a de toute façon. Puisque, vous savez, au niveau mental, si on a déjà de la dépression ou si on a déjà des problèmes, si maintenant on n'a plus le droit de faire du sport à l'extérieur comme avant, avec de grands moyens, et on est confiné à un espace plus petit, ou si au niveau mental, on n'a plus le droit de voir les copains, etc., etc. Bien sûr, ça, c'est dommage, et ça, c'est, comment dire, c'est pas marrant. Ça, je suis d'accord. Mais de dire que c'est tellement difficile et dur et que c'est vraiment et même les gens qui deviennent agressifs à travers ça, je trouve que c'est de leur propre faute. Parce que si on a réussi à avoir une vie, et je parle pas de bouddhisme, et je parle pas de moine ou de nonne, je parle d'une vie normale, où on travaille, où on a des enfants, etc. Si on a réussi à avoir une vie en balance, et avec une nutrition ou du sport en balance, avec des amis en balance, c'est-à-dire qu'on a des amis
et pas trop de dépression, dans ce cas-là, le confinement, normalement, je pense, il va pas faire grand-chose. Bien sûr, c'est pas marrant et il y a des choses qu'il faut respecter, etc. Mais je pense pas que au niveau interne, comment l'expérience est, que ça fasse grand-chose. Par contre, si on est déjà très, euh, si on est déjà très, si on a déjà de la dépression, si on a déjà beaucoup de pression interne, si on va mal par rapport à nos émotions et comment on se sent, et de toute façon, d'autres choses dans les vies qui vont pas bien. Et le confinement, il arrive en plus. C'est exactement là où ça va faire mal, disons. Et pour moi, c'est juste un indice que ces gens-là qui ont des difficultés avec le confinement, c'est-à-dire c'est juste ça, disons que ça montre que comment ils mènent leur vie d'habitude est déjà avec beaucoup de pression et beaucoup de problèmes, disons, de problèmes non résolus. Et c'est comme un Mac, vous savez, c'est comme un highlight, c'est comme quelque chose qui montre qu'il y a déjà des problèmes. Et ça, c'est mon avis personnel là-dessus. Bien sûr, il faut aussi dire, surtout vous, les enfants ou adolescents, quand je vois que, enfin, en tout cas en Allemagne, c'est comme ça, je pense en France, ça va être la même chose, que aussi pour les étudiants, que tous les classes, et d'ailleurs maintenant, comme aussi maintenant, on fait ça à travers l'ordinateur, bien sûr que ça, c'est vraiment différent. Et s'il faut faire ça toute la journée, être devant l'écran, ça, c'est pas sain aussi d'ailleurs, parce que il y a moins d'informations au niveau émotionnel et aussi regarder sur un écran toute la journée. Bien sûr, ça, c'est pas très sain. Et beaucoup de jeunes, ils ont beaucoup d'agressions, en tout cas en Allemagne, par rapport à ça, parce qu'ils en ont marre à regarder sur un écran. Ça, c'est pas question de ça. Mais je veux juste dire au niveau vie quotidienne que il faut bien faire attention à avoir une vie équilibrée, émotionnelle surtout, et au niveau corporel pour après, quand on a ça, s'il y a un confinement ou d'autres choses d'ailleurs qui peuvent arriver dans la société, ça va pas nous choquer tellement et ça va pas nous mettre hors balance ça va pas nous mettre hors balance. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, j'aimerais bien juste dire au niveau du confinement. D'abord, ou maintenant, c'est peut-être une bonne pause. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire jusqu'à maintenant au niveau corps, jusqu'à maintenant ou par rapport au confinement? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez savoir des choses là-dessus ou discuter des choses sur ce thème-là? S'il vous plaît, dites-le. Namo Buddha Amitabha. Vénérable, avant que les personnes posent des questions, je voudrais juste dire que il y a dans cette vidéoconférence, il y a 30 personnes. Okay. Vous ne voyez pas tout le monde. Non, je les vois. Je vois juste celui qui parle. Okay. So, if you want to see all, please, roll left or right your screen to see everybody. Please. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Merci beaucoup. Je vous laisse Vénérable quelques minutes pour regarder tout le monde. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a aussi des personnes, il y a plein de personnes de tous les âges dans cette vidéo, et non pas que des jeunes, juste pour dire ça. Ah, d'accord. Mais de toute façon, je pense que c'est une classe pour adolescents, donc j'aimerais bien parler pour les adolescents quand même, s'il vous plaît.
D'accord, merci. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau, du corps de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? Ou est-ce que quelque chose n'est pas clair? S'il vous plaît, dites-le. Ok, donc c'est clair. Alors, après, si on parle au niveau corps, un deuxième point qu'il faut dire pour sport, d'abord, il faut bien, et ça c'est aussi ça c'est en relation avec le confinement ou des crises aussi que l'on a, mais aussi, même s'il n'y a pas de confinement, c'est une règle générale. Si on veut parler du corps, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est de la santé du corps. Parce que je vois aussi même les jeunes, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est d'être en santé avec son corps. Il faut d'abord définir ou comment dire, il faut d'abord dire qu'est-ce que c'est d'être sain avec son corps. Et j'aimerais bien raconter une histoire d'un maître que j'avais rencontré, un maître bouddhiste que j'avais rencontré à Taïwan. Et c'est un maître qui n'est pas moine, mais il pratique vous savez, les arts pour le corps, comme Tai Chi, etc. Et il a, dans les 75 et quelques ans de son âge. Et un jour, il m'a montré, donc il a 75 plus, et il m'a montré ses pieds nus. Et ses pieds nus, ils étaient roses. Et la chair, il n'avait pas de, je sais pas comment on dit en français. Vous savez, au pied, souvent, la peau, elle devient dure. Je sais pas le nom, comment on se dit ça. Des corps. Voilà, des corps. Voilà, des corps. Des cornes, c'est ça, des cornes. Non, des corps. Ah, des corps. Ah bon. Des corps aux pieds. Ah oui, des cornes, c'est vrai. Ok. Ok. Voilà, des corps. Et donc, il y a des corps où souvent aussi, on voit déjà, même dès que un âge jeune, on voit qu'il y a les vaisseaux sanguins qui apparaissent, les veines. C'est des veines, c'est ça? Les artères et les veines. Les varices. Les varices. Les varices, voilà. Les varices. Et donc, on voit déjà chez des jeunes, si vous regardez vos pieds nus, souvent il y a des corps où déjà des varices qui apparaissent, ou sont visibles. Et chez ce maître-là, ses pieds, c'était... Est-ce que vous savez comment ont l'air des pieds de bébé? Les pieds de bébé, c'est mou, c'est tout mou, et c'est rose, et il n'y a pas de corps, il n'y a pas de varices, il n'y a rien du tout. C'est comme de la chair de... Je sais pas. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu des pieds des bébés, ben regardez et vous savez ce que c'est un pied très sain. Voilà. Donc, en tout cas, ses pieds à lui, ils étaient bien sûr, il avait des grands pieds d'adulte, mais vraiment la peau et comme toute la nature de son pied, c'était comme un pied de bébé. Et quand j'ai vu ça, j'ai bien compris ce qui est possible au niveau santé. Parce que si vous regardez vos pieds, je pense pas que aucun d'entre nous, il a des pieds comme ça. Et donc, ça me montre ce qui est possible au niveau santé. Et ça, c'est juste un exemple. Et du coup, il faut dire au niveau santé, qu'est-ce qu'un corps qui est en santé? Déjà, il faut dire, je vais dire quelque chose là-dessus. Et vous pouvez voir pour vous-même comment votre corps, s'il correspond à ça ou pas. Déjà, et ça, c'est aussi beaucoup de jeunes, déjà, ils ont ça. Déjà, au niveau musculaire. Normalement, nos muscles dans le corps, si c'est vraiment sain, comme déjà, enfin, disons déjà au niveau chair, toute la chair que l'on a, la chair du bras, la chair n'importe où au corps, s'il a l'air comme une chair de bébé, c'est une chair qui est en bonne santé, c'est-à-dire rose,
sans grand, avec une bien lumineux, sans grande de choses bizarres ou d'autres choses. Ça, c'est une chair qui est en santé. Enfin, en bonne santé, en très bonne santé. Et aussi, puisque je connais les jeunes et aussi les adultes, maintenant, si je dis ça, c'est juste pour dire ce qui est la bonne santé. Bien sûr, je sais que personne n'est dans une santé comme ça, puisque la vie est quand même très dure et le mental, il n'est pas toujours satisfait. Et du coup, le corps, il va réagir à travers la vie avec toujours d'autres apparitions qui ne sont pas saines. Ça, c'est bien sûr normal, mais c'est très important de savoir ce qui est sain d'abord pour savoir comment il faut travailler ou comment il faut voir soi-même pour savoir où on veut aller pour être sain. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas pour critiquer, c'est pas pour dire ce qui est mauvais ou bien, c'est juste pour dire ce qui est sain et ce qui n'est pas sain, et surtout ce qui n'est pas sain, ça a une raison et il faut comprendre ça. Et donc, voilà, donc juste pour dire ça, pour pas se regarder soi-même et de commencer à se critiquer, etc. Donc, au niveau chair, c'est plutôt comme un bébé. Une bonne chair, c'est comme une chair de bébé. Après, au niveau muscle, tous les muscles dans notre corps, les muscles du visage, les muscles de bras, du dos, partout. Et surtout, j'aimerais bien parler du muscle du dos. Beaucoup de jeunes, déjà très jeunes même, ça commence même à 2, 3, 4, 5 ans, et surtout les adolescents, où beaucoup de problèmes arrivent, problèmes sociaux, c'est-à-dire comment être accepté et aimé par ses copains, comment avoir l'expérience d'amour avec ses copains et sa famille, etc. Puisqu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, le corps il va réagir avec un dos souvent très dur. Les muscles ils vont devenir durs et le dos il va faire mal. Et aussi les épaules et la nuque et tout ça, souvent ça fait mal aux jeunes. Bien sûr, aux gens plus âgés, ça va être pire. Mais bon, en tout cas, au niveau muscles, les muscles normaux ou les muscles sains dans tout le corps d'un humain, il faut voir ça, que ça doit être comme, et j'espère que vous comprenez cet exemple. Est-ce que vous connaissez un cheval quand il est sur, comment on dit, où il y a l'herbe, où il habite, c'est la pelouse où le cheval il habite, ça s'appelle? Pâturage. Le pâturage. C'est ça? Prairie. Une prairie. La prairie? Oui. Non, je veux dire, le cheval, il habite avec le cadre, pas en liberté. Même les chevaux qu'on voit en France, ils sont pas en liberté. Dans une écurie? Oui, mais là où il y a la pelouse. Le pré. Le pré? Oui, ou la prairie. La prairie. Ah bon, ok. Ah, d'accord, c'est la On dit que prairie le aussi. cheval, Ok, disons que c'est la prairie. on dit quand que le vous voyez- cheval est au pré quand il est à l'extérieur. Ah, au près. Le Donc, cheval est au pré. au près. Donc, si vous avez déjà eu l'expérience d'observer un cheval au près, vous voyez que quand il bouge, quand il est au galop, vous voyez surtout pas les chevaux avec la, je sais pas si on dit fourrure, mais les poils, la fourrure. Le cheval, il a une robe alezan, robe marron, robe écrue. C'est Ah, une la robe. Oui. S'il n'a pas des cheveux longs, mais des cheveux très courts. Une crinière. Non, je veux dire tout le cheval. Il a des. Tout le cheval. Ben, il a une robe à poils longs. Voilà. Donc, les chevaux qui n'ont pas une robe à poils longs, mais une robe à poils courts, vous voyez très, très bien les muscles du cheval.
si vous avez eu la possibilité d'observer un cheval sur un pré comme ça, vous voyez que dès qu'il marche, les muscles, ils deviennent Les muscles, ils sont Ils se saillants, ils contractent. sont bien dessinés. oui, ça aussi, mais c'est pour ça que je dis cet exemple. Mais les muscles, ils deviennent durs et après, ils Se deviennent contractent. mous. Contracté et relâché. Musclés, Voilà, musclés. voilà. C'est exactement ça ce que je cherche. Donc, si vous observez un cheval sur un pré, vous voyez très très bien comment les muscles, ils se contractent et après, ils se relâchent. Et si vous observez bien, les muscles, ils sont très tendres. Quand ils sont relâchés, ça bouge. Et c'est pas dur du tout quand ils sont relâchés. Et si vous observez bien, tous les muscles du cheval, ils sont comme ça. Même du dos, même surtout, ce qu'on voit bien, c'est sur l'arrière et l'avant des jambes. Vous voyez là, les muscles, ils sont très, très apparents. Mais aussi, si vous observez le dos, c'est pareil. Quand c'est pas contracté, c'est très relâché. C'est pas durci. Et un autre exemple, par exemple, c'est si vous, ça, je sais, je pense pas que, enfin, moi, j'ai pas encore vu en réel, mais vous voyez ça à la télé. On voit ça très bien avec les tigres ou des lions. Si on voit des documentaires quand ils sont en train dans la savane et il y a le tigre qui pounce. En anglais, il pounce. Il est pas au galop, mais il est un petit peu au trot, quoi. Le tigre ou le lion. Et si vous observez ces muscles, ils sont hyper relâchés et quand ils contractent, c'est très très beau à voir parce qu'il a des muscles bien définis et au prochain moment, c'est directement relâché. Et même pour l'homme, les muscles sains, c'est comme ça. Il faut voir son corps dans cet aspect-là. Donc si vous observez vos muscles de dos, ou les muscles de votre épaule, par exemple, ou de la nuque. Si vous sentez avec, parce que on a la chance d'avoir on a la chance d'avoir la possibilité de rencontrer les enseignements bouddhistes qui surtout aussi montrent comment être conscient. Et si vous êtes conscient sur votre corps, vous allez sentir vos muscles, dans quel état ils sont. S'ils sont bien relâchés, mous, et s'ils ont si ça se sent bien dans son corps, ou si il y a des contractions, des petites douleurs où ça se sent pas bien. On a l'impression que le sentiment, il n'est pas bien. Et dans ce cas-là, il faut voir son propre corps comme les chevaux ou les lions ou des tigres avec leurs muscles relâchés, non contractés. Et un corps normalement d'un humain, pas d'un homme, d'un humain en bonne santé et qui sait comment sentir son corps et comment voir son corps. Tous les muscles du corps peuvent être dans cet état-là. Et surtout, on voit ça avec souvent, même avec les sportifs de haut niveau, on voit pas trop. Bien sûr, ils sont très bien entraînés, mais ça, ils savent. C'est pas nécessairement qu'ils savent ça, mais cet aspect-là, chez des humains, on voit très bien, surtout avec des vieux experts, par exemple en arts martiaux, qui connaissent aussi les arts pour se détendre et pour faire détendre tout le corps au niveau interne, pour que tous les muscles ils deviennent relâchés aussi au niveau du dos et partout. Parce que c'est très important pour eux de savoir comment sentir son corps et de pouvoir relaxer tous les muscles. Et ça c'est très important. Ça, c'est au niveau général. Mais surtout, puisque ici, on parle au niveau bouddhiste aussi, vous êtes des bouddhistes, si vous êtes ici, je suppose. Donc, je suppose aussi que peut-être vous méditez. Et donc, la méditation, elle aide aussi à se rendre conscient
surtout du corps. Comment on sent les muscles et comment on sent son corps. Et c'est très, très important, et non pas que c'est aussi important, mais c'est essentiel aussi pour la méditation et pour la santé du corps, de sentir son corps et de savoir qu'est-ce qui est contracté et qui n'est pas contracté. J'ai une question aussi pour les Français bouddhistes qui connaissent les mots mindfulness en English. C'est quoi en français? C'est être conscient ou Pleine conscience. à pleine conscience? Ok, la pleine conscience. Ok. Donc surtout pour si vous faites de la pleine du travail de pleine conscience, c'est très important à pouvoir sentir son corps à ce niveau-là. Et d'ailleurs, toute la méditation, et si on médite, ça aide les deux. Ça aide le corps, mais aussi quand le corps il est en forme comme ça, la conscience, disons l'esprit va changer aussi. Donc si vous imaginez, par exemple, le maître que j'avais eu la chance à connaître, par exemple en Asie, qui a les pieds comme un bébé, on peut aussi déduire comment son esprit il va être. C'est très intéressant à voir ça aussi, parce que souvent des bouddhistes ils parlent toujours du mental, mais c'est pas vrai du tout. Il faut que vous sachiez que si vous êtes intéressé au bouddhisme et au travail bouddhiste, que le corps, c'est 50%. Si vous avez un loyer à payer dans votre appartement, il y a 50% de charges telle et telle, et il y a 50% telle et telle. Et 50% pour le travail bouddhiste, c'est au niveau corporel, c'est pas au niveau mental. Et l'autre 50%, c'est au niveau mental. Et souvent, aussi même chez des bouddhistes, surtout aussi souvent chez des moines et des nonnes, aussi souvent dans les monastères, on ne fait pas assez attention au niveau corporel. C'est une réalité. Et souvent, quand on vient en tant que laïc, enfin non moine et nonne, et on voit des moines et des nonnes, puisque c'est comme ça qu'on apprend, on essaie de copier. Et je peux vous dire, c'est pas bien de copier. C'est pas pour critiquer des moines ou des nonnes qui ont des problèmes corporels ou qui sont pas comment dire. C'est pas pour critiquer. C'est juste pour vous dire ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Ça, il faut être très clair là-dessus. Parce que si on n'est pas très clair là-dessus, on va copier des choses et aussi prendre des choses pour normalité qui ne sont pas normales. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est-à-dire, normalement, au niveau corporel, si vous rencontrez, par exemple, au monastère, un moine ou une nonne qui est en bonne santé corporelle et qui travaille pour ça, ça vaut d'être copié. Mais parce que aussi, si vous voulez faire de la méditation et vous pensez qu'un moine ou une nonne qui travaille pas au niveau corporel et qui est très, très gros, mais sans vouloir critiquer, mais qui n'est pas sain et qui ne travaille pas pour sa santé, s'il vous plaît, ne copiez pas ça. C'est pas sain du tout, même s'il médite beaucoup. Et vous savez, enfin, je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps dans cet enseignement. Donc, j'essaye juste de dire l'essence, le plus essentiel. Mais il y a des milliers d'exemples de moines et de nonnes que je connais personnellement qui ont fait des erreurs. Vous savez comment on traite son propre corps parce que ils ont mis les priorités autre part au niveau mental et essayer de méditer tout le temps et pas faire attention à son corps. Et après, quand ils deviennent plus âgés, après, ils ont des problèmes de santé. Et donc, c'est très important de faire attention à ça. Donc, au niveau musculaire, comme je l'avais dit, des muscles très sains, c'est des muscles très souples. Et il faut, avec de la pleine conscience, par exemple, si vous avez appris, c'est un outil très, très bien pour se rendre compte de ça. Ok, le temps, il est très juste. Donc,
peut-être on va s'arrêter ici au niveau corps. Est-ce qu'il y a des... Après, je vais parler de nutrition vite, plutôt vite. Mais est-ce qu'il y a des questions sur le corps que vous avez? S'il n'y a pas de questions, la seule chose que j'aimerais juste dire encore à la fin pour le corps... Pardon? Il y a Laura qui a certainement une question pour vous. Ah, et d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire que je sais qu'il y a un chat, je ne sais pas comment on dit en français. Un On chat. écrit un chat, oui, un chat. Je sais qu'il y a un chat, mais je ne vois pas le chat parce que j'utilise le portable. Donc, s'il y a des choses dans le chat, je ne les vois pas. Il faut que quelqu'un me dise. Donc Laura, Oui, vous j'ai une pouvez poser petite question. J'entends te dire aussi que le corps, ça peut être notre ami dans le sens qu'il nous envoie des messages. Et je trouve que ce n'est pas évident de faire la part entre l'effort qu'il faut faire pour voilà, travailler, pour vivre, et quand le corps il nous envoie un message pour dire attention, là, c'est un peu trop. Ok. Oui, ça, c'est la dernière chose que je voulais dire maintenant au niveau corps. C'est juste pour dire que, et ça touche aussi à cette question-là. Vous savez, ici, là au monastère où je suis, on a une clinique d'acupuncture, donc on a chaque jour beaucoup de patients qui viennent. Et il y a une chose qui est très claire, c'est que une grande majorité des gens qu'on rencontre, et même qu'on rencontre aussi en vie quotidienne, qui ne sont pas au médecin. Et aussi, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert, mais il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas qui c'est. Oui. Et donc, il y a beaucoup de patients qui viennent aussi, des jeunes qui viennent, qui ont de la dépression. Dépression, c'est le mot correct en français, où on est déprimé. Depression? Oui, c'est dépression. Dépression, voilà. Donc, de la dépression, chacun est concerné. Tout le monde a de la dépression. Je connais presque personne qui n'a pas de dépression. Si on vit en France ou en Allemagne, c'est clair qu'on va avoir plus ou moins de la dépression. C'est garanti. Parce que pour pas avoir de dépression, il faut vivre dans un autre cadre. Enfin, disons que ceux qui ont la chance de vivre à la campagne dans un cadre vraiment bien, il y a plus de chances que peut-être ils sont pas déprimés. Mais si on vit dans une vie quotidienne avec un travail dur et avec une société, enfin dans une société plutôt dure et dans les villes et avec du stress, c'est clair et c'est normal et naturel que le corps et l'esprit ils vont décompenser ça en dépression. Puisqu'il faut si on est contracté, ça doit être relâché de l'autre côté. Et le relâchement, ça se fait au niveau mental avec de la dépression. Et donc, tout le monde a de la dépression. Et la dernière chose que j'aimerais bien dire, c'est pour ça, le sport, c'est tellement essentiel que souvent dans notre clinique, si on a des gens qui sont très déprimés, on leur dit de faire du sport et non des médicaments. Si vous dites à quelqu'un qui est très déprimé de faire chaque jour 1 heure de sport, c'est très difficile pour cette personne de rester très, très déprimée. Ça marche pas les deux. Ça marche pas ensemble. Et c'est pour ça, pour vous-même, si vous voyez, vous avez tendance à être plutôt déprimé ou dans pas une bonne humeur, il est essentiel de faire du sport si vous voulez pas que ça s'aggrave et que surtout le corps, avec le temps, il va changer à travers cette dépression aussi. Et ça, c'est pas bien du tout, pour faire juste très court. Et comme tu l'as dit, au niveau émotionnel, les messages, puisque le corps, c'est le miroir de l'esprit. Donc, tout ce qui apparaît dans l'esprit, vraiment tout, même le Bouddha, il a dit ça, ça apparaît dans le corps. Et c'est pour ça aussi que j'avais dit, même si vous voulez faire le chemin spirituel ou méditatif, c'est pour ça, c'est la moitié du chemin, le corps. Parce que c'est notre miroir que nous, on a.
Parce que de voir dans son propre esprit et d'apprendre à travers son propre esprit, c'est très difficile. Parce que l'esprit, il a beaucoup de farces à nous jouer. Et c'est difficile de comprendre soi-même comment on marche, comment on fonctionne. Et c'est bien pour cette raison-là que le Bouddha, il recommande toujours, à chaque fois, pas toujours, mais à beaucoup de reprises, et il répète tellement de fois de travailler avec la pleine conscience du corps, bien pour se rendre compte de ce qui se passe dans l'esprit. C'est pour ça qu'il faut travailler avec le corps. C'est essentiel. Et si quelqu'un a des difficultés à comprendre les messages du corps, qui sont rien d'autre que les messages de l'esprit, il faut du calme. Et il faut avoir aussi du courage. Il faut avoir du courage pour regarder et sentir soi-même, son corps. Et il faut aussi du calme pour avoir l'espace pour bien sentir son corps. Et normalement, et aussi, vous savez, c'est comme une connexion, c'est comme une relation. Si vous avez une relation avec votre copain, copine, ou avec des bons copains, sa propre relation avec son corps, c'est comme une relation. Il faut comment on dit, La bonifier? C'est pas qu'il faut s'en occuper, parce que s'en occuper, on dirait qu'il faut du travail, mais c'est pas nécessairement du travail, mais il faut. Non, même pas ça, parce que entretenir, ça veut dire aussi du travail. Bien sûr, au meilleur cas, il faut l'entretenir, et au meilleur cas, si on travaille dessus, on va avoir beaucoup de choses positives qui vont apparaître. Ça, c'est clair. Mais au minimum, il faut être en relation avec son corps. Je sais pas comment dire. Il faut être, il faut y regarder. Je sais pas comment dire. En accord. Il faut être en accord avec. Si on n'est pas en accord et si on regarde pas, si on sent pas, on n'est pas en mesure de comprendre ces messages. Et aussi, il faut dire, parce que la question était que c'est difficile à comprendre les messages. De toute façon, oui, c'est difficile. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais c'est une chose qu'on peut apprendre. Et il faut apprendre. C'est une chose pour la vie. Et vous savez, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, mais il y a des choses aussi qu'on peut apprendre qui sont pas très utiles. Si vous apprenez pendant 1 an à apprendre un jeu sur votre ordinateur, ça va pas nécessairement être bénéfique. Je sais pas si on dit ça. Être bénéfique pour tout. Pardon? Bénéfique, oui. Ouais, bénéfique. Ça va pas être nécessairement bénéfique pour toute votre vie. Mais si vous êtes en relation avec votre corps et vous apprenez d'être en relation avec votre corps, chaque moment de votre vie, vous allez bénéficier de ça jusqu'à votre mort. Et même au niveau bouddhiste, même après votre mort, vous allez bénéficier de ça. Parce qu'il faut que vous compreniez au niveau bouddhiste, si vous êtes en bonne relation avec vos corps, et vous apprenez d'être en relation avec votre corps et de comprendre les messages, ça va créer du karma. Et si vous créez ce type de karma, ça va toujours revenir envers vous. Il faut que vous compreniez cette relation. Donc, si vous voulez créer ce type de karma aussi pour les vies à venir, vous avez bien affaire à avoir une bonne relation avec votre corps et de s'entraîner à comprendre votre corps, votre esprit, etc. Ça vaut toutes les peines. Et ça ne va pas vous quitter. Donc voilà, ça c'est la dernière chose sur le corps. Maintenant, peut-être sur la nutrition. Et la nutrition, c'est quelque chose de très compliqué parce que aussi beaucoup de gens, ils ont des problèmes au niveau nutrition. Et aussi, surtout les jeunes,
On pourrait même parler en même temps de beauté, vous savez, parce que la nutrition, pour beaucoup de jeunes, c'est en relation avec la beauté. Et donc, oui. Disons que à la base, je crois en une nutrition qui va à travers le corps aussi. À la base, je crois que chacun peut manger ce qu'il veut. À la base, je crois que chacun peut sentir de ce qu'il a et même de voir s'il a envie de manger quelque chose, de savoir que c'est exactement ça dont le corps a besoin. Je crois en ça et je sais que c'est vrai. Mais il y a des problèmes. Parce que à la base, si on a faim, c'est-à-dire que le corps, il a besoin de manger. Et à la base, si on a soif, le corps a besoin de boire. Et à la base aussi, si on a envie de manger une pizza, ça va avoir des raisons que le corps, il en a besoin. Et si on a envie de manger a priori des sucreries, à la base, ça pourrait être que le corps, il en a besoin. Mais c'est plutôt compliqué. C'est-à-dire, à la base, je crois que le corps, il sait très bien de ce qu'il en a besoin. Mais il faut apprendre aussi. Et surtout, il faut apprendre à comprendre quand l'esprit va... Je ne sais pas comment dire. Vous savez, parfois, l'esprit, il est comme un voleur. Un voleur, un cambrioleur avec du cambriolage. Parfois, notre esprit, c'est un cambrioleur, vous savez. À la base, peut-être, on a envie de quelque chose à manger. Peut-être notre corps, il a besoin de, je ne sais pas. Disons que le corps, il a peut-être besoin d'un croissant au beurre. Mais l'esprit qui va venir en cambrioleur, il va nous dire plutôt d'aller manger une glace ou plutôt d'aller manger plein de sucreries, mais des sucreries peut-être très malsaines. Et ça, il faut s'entraîner à comprendre quand est-ce que l'esprit, parce qu'il a aussi des manques. Vous savez, la nutrition, elle est en proche relation aussi avec l'esprit. Par exemple, peut-être je parle de ça, c'est peut-être ça, parce que c'est difficile à chacun, puisque c'est à chacun de apprendre comment se nourrir soi-même. Et chaque corps est différent. Il faut apprendre pour soi-même de ce qu'on a besoin soi-même. On ne peut pas copier des autres. C'est pour ça qu'il faut comprendre son propre corps et de ce qu'on a besoin à manger soi-même aussi. Ça, c'est important. Mais il y a quelques petits trucs qu'on peut dire, des principes qui sont intéressants à dire. Par exemple, on dit ça toujours dans notre clinique. Si on a beaucoup envie de sucreries, si on a beaucoup envie de manger des choses sucrées, c'est-à-dire on a un manque d'amour. On mange en fait des sucreries parce qu'on a un manque d'amour. Et pour ceux qui veulent comprendre plus, les sucreries et le sucre, c'est en relation avec la rate. La rate, c'est la rate qui va produire les éléments dans le corps pour décomposer les sucres. Et la rate, même en médecine chinoise, si vous voulez, c'est en relation avec l'amour, avec des choses d'amour et avec des choses sucrées, vous savez. Et c'est à travers ça que l'esprit, il va essayer de récupérer l'amour. Donc, il faut comprendre que c'est naturel. C'est pas pour juger, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des choses naturelles sucrées. Par exemple, et ça c'est la deuxième chose que peut-être c'est important à dire, pour comprendre les choses chimiques et pour comprendre les choses plutôt saines ou plutôt naturelles.
pour continuer dans ces lignes. Le miel, par exemple, c'est sucré. Et par exemple, si vous avez envie de manger sucré, de manger du miel, c'est complètement d'accord. Parce que si vous voulez quelque chose de sucré, vous allez manger 2 grandes cuillères de miel. Vous avez plus envie de manger une 3e. C'est sûr. C'est trop après. Donc, le corps, il sait déjà quand c'est trop. Mais les sucres raffinés, vous savez, des bonbons, du chocolat, on peut en manger beaucoup plus. Parce que c'est raffiné et ça va camoufler. Le corps, il va pas comprendre. Il va pas comprendre et il va manger plus qu'il en a besoin. Et ça, il faut comprendre que c'est pour ça, toutes les choses naturelles qu'on mange, enfin naturelles, disons non procédées, non transformé. Non raffiné. Ouais, enfin, c'est pas. On peut aussi raffiner des choses naturellement, mais ce que je veux dire, si c'est pas très, si ça a encore un aspect très naturel, toutes les nourritures qui ont encore un aspect plutôt naturel, ils vont dire au corps quand c'est assez. Mais toutes les choses très raffinées, très chimiques aussi, et très artificielles, disons, le corps, il va pas comprendre. Et c'est pour ça, c'est important aussi pour ceux qui veulent se nourrir plutôt sain, de manger des choses plutôt naturelles, et le corps, il va automatiquement comprendre quand il a besoin d'arrêter. Et je sais que aussi au niveau, enfin, j'essayais juste de parler de choses importantes, mais j'aimerais bien parler de ça parce qu'au niveau crise, ça n'a peut-être pas trop à faire au niveau confinement, mais la plupart de ce que moi je rencontre au niveau nutrition, la plupart des problèmes, c'est souvent aussi plutôt chez les femmes ou les filles, c'est le niveau toujours avec le poids. C'est toujours avec le poids. Et comment on dit, c'est pas la grossesse, c'est quand on a les bébés, c'est ça? Oui, la grossesse. Voilà, mais comment on dit si une femme est plutôt gros, on dit comment en français encore? C'est pas gras, gras c'est déjà beaucoup, mais comment on dit si une femme est un peu... Obèse. Non, obèse, c'est Enrobée. déjà... Enveloppé. C'est un mot politique. Ok, disons une femme enveloppée. Donc, souvent, vous savez, même chez les hommes, c'est pareil pour les hommes, mais je sais, surtout chez les adolescents, c'est les filles qui vont avoir beaucoup plus de pressions sociaux ou qui vont se faire beaucoup plus de pressions sociaux, mais les hommes aussi, enfin les garçons aussi. Si on est plutôt enveloppé ou si on est beaucoup plus enveloppé, c'est-à-dire même... Pardon? Ok. Donc, si on est plus enveloppé ou a plus de poids, disons, il faut aussi savoir, beaucoup de femmes essayent, et des hommes aussi, essayent de perdre du poids et d'être plus beau. Mais il faut savoir que parfois, votre corps, il est normal, enveloppé. Souvent, beaucoup de femmes, je connais surtout beaucoup de femmes qui sont un peu enveloppées, qui vont à tout prix essayer de perdre beaucoup de poids, même s'ils font des compromis avec leur santé et avec leur nutrition et leur habitude de manger, juste pour perdre du poids, juste pour la beauté. Mais c'est important de comprendre que parfois dans vos gènes, vous comprenez, si vos ancêtres étaient toujours des travailleurs, et surtout aussi, je dois dire ici, parce que j'ai beaucoup à faire, bien sûr, avec la communauté vietnamienne. Vous savez, vous, au Vietnam, vous avez beaucoup de types qui sont des types travailleurs. Donc, c'est-à-dire beaucoup de femmes entre vous, ou des jeunes filles vietnamiens aussi entre vous. Vos ancêtres, c'était des travailleurs très durs sur les champs et des montagnes. Donc, c'est très normal que votre physiologie
ils vont mettre toujours naturellement un peu plus de poids. C'est pas que vous êtes gros, mais que vous avez un peu plus de poids que d'autres types. Mais c'est peut-être aussi à cause de vos gènes, parce que si vos ancêtres étaient toujours nécessairement, ils devaient être comme ça pour travailler dur, vous avez ces gènes-là. Donc, croyez pas que vous devez nécessairement changer quelque chose, vous savez. Et je pense que c'est juste important de se nourrir sain et aussi de comprendre aussi comment le corps, il est normal, vous savez. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez faire tellement de pression à vous-même que vous allez, en plus de ça, être très malsain. Et aussi, vous savez, même si vous allez chez des médecins, ils peuvent vous dire aussi statistiquement, vous savez, que si vous essayez tout le temps de perdre du poids, ça va créer beaucoup de conditions pour quand vous allez être plus vieux, que vous allez être malsain. Parce que votre corps, il est toujours au niveau stress. Il peut jamais être relax parce que ça vous préoccupe tout le temps. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et pour les hommes, c'est pareil. Mais c'est plutôt les femmes qui ont souvent ces problèmes-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour les adolescents aussi à comprendre. Et voilà, donc maintenant, on a encore 10 minutes. Donc, je sais que c'était un peu court, mais souvent, vous savez, la vie, c'est comme ça. Il faut saisir le moment et après, quand le moment il est parti, c'est déjà fini. Voilà. Donc, si vous avez encore quelques questions, j'aimerais bien, ou si vous avez des intérêts, si vous êtes intéressé à quelque chose, s'il vous plaît, dites-le. Ou si vous voulez si vous voulez dire quelque chose au groupe, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Oui, maître, bonjour à tous. J'ai une toute petite question. Vous avez parlé que chacun mange comme il veut et le corps a besoin de nourrir. Et pourquoi faut-il manger en pleine conscience? Parce que souvent dans les parottes, à chaque repas, on a le repas, on prend beaucoup de temps pour manger et en mangeant en pleine conscience. Est-ce que ça peut appliquer dans la vie quotidienne? Les avantages qu'on peut avoir quand on applique cette façon de manger. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous mangez en pleine conscience, le meilleur, si vous voulez vraiment pratiquer du bouddhisme, il faut être en pleine conscience tout le temps. De toute façon. Donc, la pleine conscience, il faut être toujours. Mais vous savez, c'est très dur. Donc, de toute façon, on n'y arrive pas à être pleine conscience tout le temps. Donc, il faut essayer le meilleur. Donc, à chaque fois qu'on se souvient d'être en pleine conscience, c'est le meilleur qu'on peut faire. Et bien sûr, manger aussi, oui. Et bien sûr, ça a des avantages. Parce qu'en pleine conscience, on peut sentir le corps, on peut sentir de quoi on a besoin de manger vraiment. Et vous savez, c'est l'honnêteté qui est important. Peut-être c'est un manque d'honnêteté envers soi-même aussi et de ses sentiments aussi corporels qu'il faut entraîner. Parce que si on est honnête, vous savez, tout le monde ici dans le groupe, par exemple, on n'est pas bête, vous savez. Tout le monde ici est très intelligent et ils savent ce qui est sain et qui est pas sain. Ils le savent. Mais on n'est pas honnête ou on n'est pas, on n'a pas assez de, disons, je sais pas comment on dit, on n'est pas assez, on n'a pas assez de force, vous savez, on se lie, enfin, je sais pas comment on dit. Vous savez, c'est comme si on a un ange et un diable sur chaque côté de l'épaule. Et le diable, il dit, oui, mange du sucre. Tu t'en fous, tu manges du sucre. Mais vous savez ce qui est bien et pas bien, vous le savez. Mais c'est juste, il faut avoir de la force pour écouter ce qui est plutôt bien, ou il faut être honnête aussi. Il faut soit être honnête, ou soit il faut avoir de la force pour
pour pouvoir marcher le chemin qui est bien, même au niveau nutrition. Et la pleine conscience, c'est l'outil pour être, pour avoir de la force et pour comprendre ce qui est, pour avoir la force et de comprendre à quoi faire et pour faire les bons choix. Et c'est pour ça, ceux qui entraînent pas en pleine conscience, c'est pas qu'ils sont bêtes. Ils sont, presque tout le monde est super intelligent. Et presque tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire et qu'il faut pas faire. Mais c'est juste si on a un manque de pleine conscience, on va être bouleversé par la vie. Et si les amis ils disent oui, allez, on va manger juste pour la fête, juste pour le plaisir, on va manger 3 coupes de glace, on va dire ok. Mais déjà la seconde après, on va regretter. Mais puisqu'on a dit oui, on va continuer à le faire. Ça, c'est un manque de force parce qu'on a un manque de pleine conscience. Donc la pleine conscience, elle aide à avoir de la force pour faire les bons choix. C'est pour ça. Souvent on dit oui, nous les bouddhistes, on est intelligents et on sait des choses. C'est pas vrai du tout. Mon expérience, c'est les non-bouddhistes qui sont la plupart souvent beaucoup plus intelligents aussi que les bouddhistes, vous savez, et qui sont beaucoup plus pratiques que les bouddhistes. Mais c'est très normal, vous savez, quand on apprend le bouddhisme, au départ, il faut apprendre à nouveau. Avec la pleine conscience et les outils qu'on a, il faut apprendre la vie à nouveau. C'est comme un bébé, il faut apprendre à nouveau. Mais c'est pour ça, souvent, les copains et les copines qui sont pas bouddhistes, ils sont beaucoup plus pratiques dans le moment. Et on peut beaucoup apprendre des gens qui sont pas bouddhistes ou qui ne connaissent pas la méditation. Ils ont souvent beaucoup de sagesse, de la sagesse naturelle en eux pour comment trouver des solutions pratiques dans la vie. Et c'est pas exclusif et pas réservé aux bouddhistes. C'est très important. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? La dernière question. Moi, j'aurais voulu vous poser une question par rapport au bio. Quel est votre point de vue par rapport à ça? À la fois d'homme de santé, puisque vous pratiquez l'acupuncture, et puis par rapport au bouddhisme aussi. Est-ce que ça a un réel intérêt? Est-ce que pour vous, c'est simplement un phénomène de mode? Est-ce que sur le plan de la santé, quel est votre point de vue là-dessus? Vous dites les manger bio, c'est ça? J'ai bien compris. La nourriture bio, oui, bio. Voilà, sans pesticides. Enfin, oui. Voilà. Oui. Déjà, je dois dire que j'ai juste entendu des choses. Donc, il y a peut-être des gens qui savent plus. Mais je sais, d'après ce que j'ai entendu, par exemple, puisque j'habite en Allemagne la plupart du temps, j'ai entendu, par exemple, il y a des scandales en Allemagne que, par exemple, des œufs bio, des poules, vous savez, qui font des œufs. Et les œufs bio, par exemple, en Allemagne, il y a souvent des cas où il y a des journalistes, comment on dit, attendez, je vais essayer d'expliquer autrement. Il y a eu beaucoup de cas en Allemagne où des journalistes ont trouvé des fermes bio qui disent qu'ils sont bio, mais en fait, ils sont pas bio du tout. Mais ils vendent leurs produits en tant que bio parce que c'est un bon marché. Et je suis sûr que peut-être en France, ça va être le même cas, et je suis sûr dans d'autres parts, ça va être le même cas. Donc, c'est d'après ce que j'ai entendu. Donc, déjà, je pense que aucun système n'est parfait. Mais je pense que si, bien sûr, le bio, si on a le choix, et si quelque chose, ou si on connaît une ferme qui vraiment est bio, et si vraiment ils utilisent moins de pesticides, etc., bien sûr, je trouve ça phénoménal et je trouve ça génial. Mais il faut faire attention. Il faut pas croire que enfin, moi, personnellement, je pense que il faut pas croire que si on achète bio, c'est nécessairement bio. Parce que on connaît très bien la vie et on connaît très bien
l'argent et le marché. Et on connaît très bien les Français aussi. Donc, il faut se méfier. Mais je pense la tendance est définitivement bien, vous savez. Et si on a l'intention, surtout c'est l'intention aussi, peut-être que ça, on peut dire oui. Je pense que l'intention qui compte, si on a l'intention de bien se nourrir et on a l'intention de faire attention à manger des produits non traités chimiquement, etc., bien sûr, ça va être plus sain. Et il y a beaucoup d'exemples, vous savez, si vous dites au niveau acupuncture et clinique, etc., ça, c'est une chose très importante à dire pour les parents ou vous, adolescents, si vous êtes des futurs parents, c'est un point très, très important. Vous voyez la relation très serrée entre si vous donnez à votre enfant ou si vous-même mangez des produits plutôt bio, disons, ou plutôt sains, pendant que vous êtes très jeune, disons de 0 à 10 ans, ou même 0 à 8 ans, ça va se jouer dans ce domaine-là, 0 à 8 ans, 0 à 10 ans, contre les enfants qui n'ont pas mangé bio ou presque pas et qui ont mangé beaucoup de choses chimiques. Le résultat va être qu'ils vont, les gens qui n'ont pas mangé beaucoup bio ou pas, et des choses plutôt chimiques, ils vont avoir beaucoup d'allergies. Ils vont avoir des allergies, je ne sais pas comment on appelle ça en France, allergie au pollen, vous savez, au printemps, etc. Oui. Donc, souvent, si les enfants, ils n'ont pas eu disons plutôt comme ça, souvent les enfants qui ont été nourris plutôt du côté non sain dans la direction chimique, ils vont avoir beaucoup d'allergies et beaucoup de problèmes dans cette direction, même dès la jeunesse. Et bien sûr, ça va aussi avoir des répercussions plus tard, quand ils vont être plus âgés. Donc, ça a aussi beaucoup d'influence, surtout quand on est très jeune. L'âge de 0 à 8, 0 à 10, etc. Et donc, là aussi, c'est très important en tant que mère ou en tant que parent, on a l'intention de nourrir ses enfants très sains, même s'il y a beaucoup de pression à l'extérieur des écoles, etc., avec les copains. Ça fait rien, vous savez, avec les copains, après, les enfants, ils vont manger ce qu'ils veulent en cachette de toute façon, ça fait rien. Mais au moins que les parents, ils essayent de leur part, d'avoir l'intention de donner une nourriture plutôt saine. Ça évitera aux enfants beaucoup de problèmes plus tard. Encore une fois, oui. Ok. Ben, dans ce cas-là, il est 9h30. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous. Et j'aimerais bien terminer ici. Pour moi, personnellement, j'ai encore, je sais, avec le groupe français, demain, à 9h, il me semble, pour l'amitié, un enseignement. Et voilà, donc c'est ça. Et est-ce que, avant de faire, ça aussi, je ne connais pas les mots, à la fin, on fait une dédication, ça s'appelle comme ça en français? Dédicace. Une dédicace, même dans les termes bouddhistes, c'est dédicace? Oui. Ah, ok, voilà. Donc, est-ce que si vous, vous savez, ceux qui sont ici dans le groupe par la congrégation, si vous voulez dire encore quelque chose, vous pouvez dire et après on fait la dédicace. Merci beaucoup, c'était un enseignement très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais est-ce qu'il y a des choses encore, vous savez, souvent ils disent des choses. Je ne vois pas à l'écran en ce moment le responsable qui m'avait dit bonjour au début. Je ne le vois pas là. Namo Sakyam. Ah, voilà. Oui, bonjour. Merci d'être venu pour nous donner beaucoup d'enseignements sur le corps avec des exemples concrets et comment garder le meilleur avec la méditation. En outre, une alimentation saine joue un rôle important.
très intéressant. Je trouve le nombre d'audiences plus haut que d'autres séances. Nous vous souhaitons bonne santé et bonne Merci, j'en ai besoin. J'en ai besoin. OK. OK. Est-ce qu'il y a des annonces à faire pour la congrégation, monsieur? OK, non. Dans ce cas-là, parfait. Oui. Donc, je pense que la prochaine séance, c'est à 9 h demain, s'il me semble bien. Et je souhaite à tout le monde une bonne nuit et récupérez-vous. Et ça aussi, je dois dire, pour vivre sain, il faut aller au lit avant 10 h. Et si vous allez au lit avant 10 h, vous pouvez vous lever, si vous pratiquez ça très facilement à 5 h ou 6 h du matin, sans effort. Mais il faut être au lit à 10 h. Parce que souvent des jeunes, ils veulent être debout plus tôt. Le secret, c'est d'être au lit à 10 h et de ne pas prendre avec quoi que ce soit, même si on est réveillé. Et après 1 ou 2 semaines, vous allez vous réveiller par vous-même à 6-7 h du matin, vous allez voir. Ça, c'est très important. OK. Alors, on va faire une dédicace. Et puisque j'aimerais bien aussi faire une dédicace en français, j'aimerais bien, chacun peut faire une dédicace pour soi-même, mais je peux dire quelques mots. Donc, on fait la dédicace que la chance qu'on a de rencontrer les enseignements du Bouddha et d'avoir la chance d'être ensemble ce soir et de parler sur ces sujets. On fait la dédicace que tous les êtres humains et non humains, les animaux et tout le monde est en bonne santé, ont de la bonne santé et sont satisfaits dans leur cœur et peuvent atteindre et atteindront l'éveil comme un Bouddha. Et chacun peut faire la dédicace dans son cœur pour lui-même. Merci beaucoup. Et donc, on va se revoir demain à 9 h pour ceux qui veulent. Et je sais, j'avais fait une blague à mon copain quand j'ai entendu 9 h par Internet pour des jeunes au dimanche. Je me suis dit, ça va être vide, il n'y aura personne. Mais bon, on va voir demain. Alors, je vous souhaite bonne nuit. C'est 9h30, non? Il nous semble c'est 9h30. Il me semble. À 9h30. Oui. À 9h30, d'accord. Ok, 9h30. Ok. Donc, donc on se voit demain à 9h30 et je souhaite un bon